voyez. Nos invités, justement, alors on a Alexandre Ouzy, sénateur PS de l'Oise, bonjour. Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône, bonjour. Bonjour. Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, bonjour à vous. Et puis Yannick Halimi, aussi avec ce plateau, pour qu'il y ait un peu plus de diversité de femmes, éditorialiste France Info TV, bonjour à vous. Je crois que Gilles Papin n'est pas à l'Élysée, mais on va le rejoindre un petit peu plus tard pour savoir un petit peu comment ça se passe en ce moment. Il y avait peut-être d'abord ce sentiment des Français, peut-être cet agacement qui revient beaucoup par rapport à cette attente, à tout ce qui est en train de se passer. Je voulais vous les faire entendre et après j'aimerais avoir vos réactions sur ce sujet. C'est insécurisant de savoir que le gouvernement, donc les personnes qui sont censées s'occuper de la France, ne sont pas là. Ça fait plus de 47 jours, je trouve que c'est un petit peu inacceptable. Je pense qu'il faut vraiment que les Français se retrouvent eux-mêmes et qu'il y ait un apaisement. Donc j'espère que son choix sera le bon. On sent vraiment qu'il y a toute une grande partie du pays qui se sent abandonnée. Il faut qu'ils aient des médecins, il faut qu'ils puissent vivre mieux qu'ils le vivent. Xavier Iacovelli, vous entendez, vous comprenez ce sentiment des Français d'agacement, que voilà, ça traîne comme ça? Oui, parce qu'en fait, on est Français, nous aussi, et donc on est dans la même situation qu'eux. On aimerait effectivement avoir un Premier ministre, un gouvernement qui puisse agir, avec qui on puisse débattre, s'opposer peut-être, ou soutenir, on ne sait pas. Mais en tout cas, on aimerait effectivement avoir un gouvernement et un Premier ministre. C'est vrai que nous serions belges, italiens ou allemands, nous aurions l'habitude de ces discussions qui prennent du temps pour constituer un gouvernement, pour constituer des majorités et des coalitions. Sauf que nous sommes Français et qu'en France, on a l'habitude d'avoir des élections législatives et d'avoir quasiment la semaine suivante la composition du gouvernement. Bon, et ben donc en fait, les Français, le choix des Français pour les élections législatives ont fait qu'on n'est pas en capacité, quel que soit le camp, de faire une majorité en tout cas claire, et donc on doit s'adapter à cette nouvelle composition de l'Assemblée nationale et de faire en sorte de trouver des coalitions, de faire un pas vers les autres, quels que soient les blocs. Enfin, en tout cas, nous, ce qui est clair, c'est qu'on ne veut pas faire 2 pas vers le bloc d'extrême droite avec Marine Le Pen, mais on a tendu la main aux socialistes, aux écologistes, bien sûr à la droite républicaine. Et puis, donc le but, c'est de trouver vraiment quelqu'un qui pourrait être consensuel et qui puisse avoir en fait une majorité qui ne dépose pas la censure, qui ne veut pas la censure. Non pas qui soutiennent, mais qui ne dépose pas la censure. Et ça, c'est vraiment l'enjeu des consultations du président de la République. Qui ont lieu en ce moment. Et donc, on l'a dit, Bernard Cazeneuve ce matin, Alexandre Ouzy, est-ce que Bernard Cazeneuve, selon vous, ça fait sens? Ça pourrait faire consensus, justement? Non, mais d'abord, moi, j'aimerais juste revenir sur ce que vous venez de dire, sur en effet l'urgence qui est la nôtre et le besoin dans le moment d'avoir un gouvernement. En fait, on vit une situation qui est un petit peu inédite. Il y a sous les 2 républiques, celle-là et la République antérieure, on n'a jamais eu un gouvernement démissionnaire pendant aussi longtemps. Et il se trouve qu'on a un budget à voter. Il se trouve que dans ce pays, il y a un déficit très important qui est l'héritage de ce que vient de se passer au niveau de l'ancien gouvernement. Et donc, nous avons besoin de travailler. Nous sommes le 2 septembre. Normalement, d'ici quelques semaines, le Haut Conseil des finances publiques doit donner son avis sur le budget. Normalement, la première semaine d'octobre, le budget arrive au Parlement. Donc, en fait, on a juste besoin d'avoir un gouvernement qui soit nommé, un gouvernement qui puisse travailler. Maintenant, vous m'interrogez sur la question de Bernard Cazeneuve. Moi, je dis les choses simplement, et d'ailleurs, je regrette qu'elle soit passée comme ça. Il n'y a pas eu, en fait, aujourd'hui de discussion entre Bernard Cazeneuve et la direction du Parti socialiste. Il n'y a pas eu non plus, de la part de Bernard Cazeneuve, un soutien au nouveau Front populaire et à sa démarche. Donc, quelque part, et je regrette que ça se passe comme ça, c'est une aventure un petit peu solitaire dans ce que fait Bernard Cazeneuve. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment dommage et ça empêche les choses de se passer, à mon avis, convenablement. Yannick Halimi, que dire du profil d'ailleurs de Bernard Cazeneuve? On voit que ça ne fait pas forcément l'unanimité partout au sein du Parti socialiste. Ce qui est curieux, a priori, c'est qu'il semble ne pas faire ni l'unanimité, ni même un consensus, au moins dans le non-rejet. De la part de la gauche. On aurait pu penser logiquement et peut-être à courte vue que l'opposition frontale, j'allais dire, viendrait peut-être du centre droit, probablement de LR et certainement du RN. Non, on se rend compte que si Bernard Cazeneuve avait ses chances, eh bien elle s'étiole au fur et à mesure que les leaders ou les élus de la gauche s'expriment. Alors il y a certes une partie des élus locaux du PS qui le soutiennent, bon après sous réserve d'inventaire et voir ce qu'il
qu'il allait faire. Hein. Mais dès à présent, il y a des oppositions, peut-être pas sur sa personne en tant que telle, quoique de la part des Verts. Il avait été ministre de l'Intérieur au moment de l'affaire Sivens, donc il est quand même visé, on va dire, politiquement, mais en tant que lui, Bernard Cazeneuve, mais de la part de LFI, de la part quand même d'une grande partie du PS et d'une grande partie des écologistes, il n'est pas soutenu parce qu'il n'est pas considéré comme suffisamment crédible au regard du programme du NFP tel qu'il est aujourd'hui, même tel qu'il pourrait éventuellement évoluer. Bernard Cazeneuve, donc, a peu de chances de pouvoir s'asseoir sur une majorité, même relative, qui puisse assurer une stabilité au futur du gouvernement. Donc, on verra ce qui va sortir des consultations d'aujourd'hui, dont la sienne, avec Emmanuel Macron. Effectivement. Et de votre point de vue, Stéphane Le Rudulier, comment vous l'analysez, cette consultation avec Bernard Cazeneuve ce matin? Xavier Bertrand cet après-midi, on y reviendra après. Oui, ça c'est le casting, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme d'impatience de la part des Français, même de notre part, puisque effectivement le temps est compté. Il y a un projet de loi de finances quand même à discuter dès le mois d'octobre, que ce soit à l'Assemblée nationale et puis au Sénat derrière. On a quand même battu un triste record. C'est le triste record des 38 jours de la Troisième République, d'un gouvernement en vacances, entre guillemets, vacances au premier chef. Donc, est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même urgence à ce qu'on retrouve la culture du compromis. Sous la Troisième République, c'était la règle. Il y avait des partis et il y avait... à un moment donné, un programme de coalition sur lequel on se basait pour gouverner. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Hollande. Et tout cela nous ramène à ce qu'aujourd'hui, avec cette situation inédite, sous la Ve République, avec cette tripartition, eh bien, ça nous amène à peut-être changer notre logiciel et à voir plus loin, puisque le scrutin majoritaire à 2 tours, je le rappelle, n'est pas le garant d'une majorité relative ou absolue. Sous la Troisième République, c'était le mode de scrutin. Et pour autant, on avait effectivement des majorités à composer. Et rien ne nous dit que cette instabilité pour l'heure institutionnelle, on n'y est pas encore, ne pourrait pas se reproduire en cas de dissolution dans un an. Justement, sur la culture du compromis, je vous donne la parole dans un instant, Xavier Iacovelli. Je voyais que vous vouliez intervenir, mais on va peut-être retrouver Gilles Papin, qui est donc en direct avec nous depuis l'Élysée. Gilles, je crois que jusqu'à présent, des discussions qu'il y a eu ce matin, rien n'a filtré, hein. Alors on est à la mi-temps de cette journée de consultation et si quelques petites informations ont filtré. Tout d'abord, la première, selon l'entourage de François Hollande, qui était reçu ce matin par Emmanuel Macron, l'ancien président socialiste a plaidé pour une solution politique et un contenu politique, ce qui écarte donc l'hypothèse pour lui d'un Premier ministre technique. Or, on a appris aussi, selon l'entourage d'Emmanuel Macron, que le chef de l'État penserait à une option Thierry Baudet, l'actuel président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et d'autres hypothèses aussi sont encore sur la table, celle de Bernard Cazeneuve et celle de Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui lui sera reçu cet après-midi à 15h30 ici à l'Élysée. D'autres consultations vont suivre. On sait que Gabriel Attal et François Bayrou seront aussi reçus par Emmanuel Macron cet après-midi. Donc vous voyez, après-midi bien chargé, et c'est en fin de journée que l'on va attendre donc de savoir si nomination il y aura ou pas pour aujourd'hui lundi. Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, on parlait à l'instant de la culture du compromis. Xavier Iacovelli, est-ce que Thierry Baudet, justement, pourrait apporter son compromis dont on parlait ? Je ne sais pas, Thierry Baudet, effectivement, c'est le président de la Troisième Chambre, il représente plutôt la société civile, et pourquoi pas après, quel programme, quelle équipe, quel soutien aussi des groupes politiques à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il est en capacité de ne pas avoir une censure automatique? Le Nouveau Front Populaire, en tout cas par la voix de son principal groupe, c'est-à-dire la LFI, a déjà indiqué qu'il ferait une censure si ce n'est pas
Lucie Castet. Donc, par principe, je vois pas comment Thierry Baudet pourrait échapper à cette censure. Après, moi, je voudrais revenir quand même sur le cas Bernard Cazeneuve. Et je pense que je mets un petit bémol sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que tout le PS ne soutiendrait pas. En tout cas, il n'arrivait pas à avoir l'unanimité. En tout cas, l'Assemblée nationale. Oui, mais alors moi, je pense qu'on peut mettre un bémol là-dessus parce que je pense en tout cas, si on met de côté la ligne Olivier Faure qui a été quasiment plus majoritaire au sein du Parti socialiste et d'ailleurs leurs universités d'été l'ont démontré, aujourd'hui il y a toute une partie qui, sans pour autant soutenir le fait d'une grande coalition, refuse de bloquer les discussions avec le président de la République, souhaite effectivement pouvoir donner sa chance à un gouvernement Cazeneuve, voter texte par texte et pas forcément mettre la censure dès le départ. Et donc oui, effectivement, il y a à la fois la ligne Olivier Faure qui dit « nous, on fera la censure quoi qu'il arrive, même si c'est Bernard Cazeneuve », et puis il y a d'autres quand même députés qui sont plus mesurés, notamment autour de François Hollande et d'un certain nombre de députés qui sont là depuis longtemps, qui sont plus mesurés et qui attendent de voir texte par texte et le programme et le discours de politique générale du Premier ministre. Alexandre Wizy, vous voulez répondre ? Oui, nous savons que ce qui est recherché par la Macronie avec la candidature de Bernard Cazeneuve, c'est de chercher à fracturer le Parti socialiste. Moi, je veux vous dire qu'au sein du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et d'ailleurs aussi au Sénat, les choses, en fait, elles sont assez claires et elles sont très partagées. En fait, ce que nous avons dit, et les uns et les autres, c'est que nous refuserions la poursuite du macronisme par d'autres moyens et par d'autres voies. Que nous disons qu'il y a des lignes, et Olivier Faure l'a dit ce matin de manière très claire, que les conditions éventuelles d'une non-censure, c'est des choses assez fondamentales que le président a écartées dès qu'il a pris la parole d'ailleurs au début, en disant qu'il faudrait qu'il y ait une abrogation de la réforme des retraites qui est contestée dans tout le pays, dans toutes les franges, par 93% des actifs. Je ne vous refais pas un débat que nous avons eu 1000 fois, qui a été adopté par 49.3. Et donc, si vous voulez, en fait, c'est juste que les conditions, elles ne sont pas réunies et que nous savons que dans la vie politique, il y a des pesanteurs et il y a des lois de la gravité. Et lorsque vous avez 60 députés socialistes, 150 députés macronistes, 60 députés LR, eh bien, évidemment, il n'y aura pas un gouvernement de gauche qui pourrait mener la politique qu'il souhaite dans une éventuelle et hypothétique coalition. Et je rebondis sur un point qui était ce qu'a dit monsieur Le Rudulier tout à l'heure, qui était, me semble-t-il, assez juste. En effet, pour qu'il y ait une culture du compromis qui s'installe, il faut qu'il se passe ce qui se passe dans toutes les démocraties européennes. La force arrivée en tête est appelée à Matignon, charge à elle de réussir à faire des compromis. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, pendant l'été, Lucie Castet a écrit largement aux différents groupes politiques. Que leur a-t-elle dit ? Elle leur a dit qu'elle était prête à ne jamais passer par 49.3 et à retirer les textes s'il n'y avait pas de consensus. Elle a dit qu'elle était prête à ce que des rapports soient confiés aux membres de la Macronie et de ce qui est l'opposition aujourd'hui, mais de la Macronie, pour pouvoir avoir aussi des pratiques à l'Assemblée nationale qui permettent de dégager des consensus. En fait, nous avons proposé une méthode. Elle a été balayée et c'est le chef de l'État. Et je finis juste. Entendez ce que vous dites. Je finis juste sur des textes. Rapporteurs sur des textes. Rapporteurs sur des textes. Bah, c'est logique. Vous dites que vous voulez. Vous ne pouvez pas demander. Non mais pardonnez-moi. Je vous interromps là-dessus. Vous ne pouvez pas demander aux parlementaires de la majorité sortante qui ont travaillé pendant 7 ans, qui ont réindustrialisé le pays, qui ont fait en sorte qu'il y ait 2,2 millions d'emplois créés du jour au lendemain de soutenir un gouvernement qui va détruire tout ça. Attendez, on vous a pas demandé. C'est parce que vous avez dit. Se contenter de rapports. On vous a dit qu'on allait à l'Assemblée nationale. On a dit gouvernement de nouveau populaire et nous tenons compte du fait qu'à l'Assemblée nationale, en effet, on sait que c'est un front républicain qui a fait que et les uns et surtout les autres, en l'occurrence, ont été élus. Et donc on tient compte de ça et on vient discuter à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus ? En fait, c'est la pratique dans toutes les démocraties européennes. Là, le président, depuis le château, alors que lui-même ne peut pas, c'est la Constitution qu'il veut, aller à l'Assemblée nationale discuter quoi que ce soit, depuis le château, consulte. Mais en fait, c'est pas ça qu'on demande. On demande un Premier ministre qui va créer des coalitions pour gagner texte par texte d'un point de vue parlementaire. Des autres pays. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Quand la CDU et le SPD, qui sont les deux grands partis qui généralement arrivent l'un ou l'autre en tête, mais qui ne sont jamais majoritaires, qu'est-ce qu'ils font pendant des semaines ensuite ? Ils se mettent autour de la table et sur la base de leurs programmes respectifs, essaient de trouver des compromis et de faire un contrat de gouvernement. Vous avez refusé cela. Vous avez fait 30%. Qui est appelé à Matignon ? Celui qui est arrivé en tête. Vous avez fait QFD, monsieur le sénateur. 30%. C'est QFD. Oui, mais vous avez
refusé, en faisant 30% de l'Assemblée nationale... Lucie Castet a dit en faisant 30% tout l'été. 30% de l'Assemblée nationale, vous refusez de construire un contrat de gouvernement avec d'autres formations politiques pour vous permettre d'arriver jusqu'à 50%, au moins pour appliquer une partie de votre programme. Mais même ça, vous avez refusé. C'est-à-dire que vous êtes complètement insoumis à la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon. Vos éléments de langage. Et en fait, ça vous empêche. Mais ça vous empêche d'avancer. On vous a écrit cet été pour vous proposer une méthode. Arrêtez, en fait. Vous êtes dans l'incapacité de pouvoir gouverner puisque vous êtes complètement soumis à Jean-Luc Mélenchon. Répétez ça. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien de vous dire que toute la gauche est soumise à 70 députés. Mais pardonnez-moi, moi j'ai connu le Parti Socialiste. Faites-vous du bien, mais ça nous fait pas de mal. Le Parti Socialiste, continuez comme ça. Si vous pensez que ça fait avancer quoi que ce soit pour le pays, mais continuez comme ça avec vos anathèmes qui n'ont pas de sens. On peut comprendre, c'est beau, hein, la démocratie, le débat, c'est symptomatique de la tension qui règne dans le pays en ce moment. Voilà, on va finir par comprendre, au-delà du fait qu'il a dit sous l'Assemblée nationale, et on peut se poser encore la question, mais on peut comprendre peut-être le temps que prend Emmanuel Macron avant de nommer un Premier ministre, parce que apparemment les gens s'écoutent mais ne s'entendent pas. Les élus s'écoutent et ne s'entendent pas. Évidemment, monsieur a raison et a tort, et monsieur a tort et a raison. C'est évident. C'est vrai que votre élection et toute une partie des élections des élus du Parti socialiste, même si vous ne partagez pas toutes les idées de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, c'est d'abord une plateforme électorale et vous avez besoin de l'accord avec la France insoumise pour être élu. À partir de ce moment-là, vous faites des concessions à Jean-Luc Mélenchon, aux Insoumis, beaucoup plus qu'à Emmanuel Macron ou un éventuel autre gouvernement. Monsieur, vous le savez. De quoi parle-t-on ? Donnons des exemples, parce que j'ai l'impression qu'on a gagné beaucoup de conquêtes sur des choses qui importaient pour nous dans ce programme. Donc dites-moi de quoi on parle. Je parle Donnez-moi un point. Non, mais je veux dire, on peut dire ça à la cantonade, mais non, mais je ne dis pas ça à la cantonade. L'ensemble des élus et le président de la République le dit. Votre programme a des atouts, effectivement, peut-être, de redistribution, etc. Mais il y a notamment, je ne parle qu'un élément très fort qui va attendre de toute façon n'importe quel Premier ministre, quelle que soit sa couleur. Ça va être, par exemple, notamment les déficits publics que votre programme entraîne, au moins à court terme. Vous allez nous dire, il y a les augmentations d'impôts qui ne vont pas rapporter tout de suite. On peut vous dire aussi que l'augmentation du SMIC risque de fragiliser les entreprises et donc de freiner les rentrées sociales. Voilà, et je pense que François Hollande, qui a été élu, sur la base du NFP, François Hollande ne ratifie pas en tant que tel, ne ratifie pas ces éléments-là du programme sur lesquels vous êtes droit dans vos bottes, en tout cas officiellement. Donc voilà un élément un peu de contradiction entre ce qu'une partie des socialistes peuvent penser véritablement et ce que vous proposez comme programme pour le futur Premier ministre qui pourrait être de gauche. Voilà, c'est un exemple. On va essayer justement d'avancer effectivement un petit peu, vu qu'on parlait à l'instant de la France insoumise. Je voulais que vous écoutiez ce qu'a dit Mathilde Panot justement ce matin au sujet de la candidature du nom de Bernard Cazeneuve. En tout cas, le ton a été donné. Je vous propose de l'écouter, on réagit juste après. C'est un problème de programme. Monsieur Cazeneuve ne portera pas notre programme et je vous le réannonce ici, nous censurons tout autre gouvernement qui ne serait pas mené par Lucie Castet. Non. Ça, vous ne le partagez pas, Alexandre Rouzy ? Nous, on a dit quelque chose de simple. On a dit qu'on va aussi juger sur pièce. C'est-à-dire que s'il y avait un gouvernement élu qui viendrait nous dire qu'ils font le retour à la retraite à 62 ans, qu'ils mettent en place une augmentation de salaire à la fois dans la fonction publique, c'est la rentrée scolaire. Ce matin, il manque 1000 enseignants devant les élèves, 3000 au total, et que les priorités qu'on considère comme essentielles pour le pays y sont, alors la non-censure peut être discutée. Mais on n'est pas sur exactement la même ligne que les Insoumis, contrairement à tout ce que vous voulez bien dire, etc. En revanche, on partage l'idée que ce qui s'est passé n'est pas normal, que c'était à Lucie Castet, qui représentait la coalition arrivée en tête, de tenter de former un gouvernement, que ce n'est pas au président de la République depuis le château d'essayer de fabriquer des coalitions parlementaires, et que même si elle y échouait, il pouvait appeler ensuite quelqu'un d'autre pour essayer d'y arriver. C'est ça la vie parlementaire. C'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les démocraties européennes. Stéphane Le Rudulier. Là, je suis un peu en désaccord avec vous, permettez-moi d'intervenir sur ce sujet-là, parce que on a l'impression qu'on joue un peu à la Star Academy par rapport au Premier ministre. Mais dire on nomme Lucie Castet alors que la Macronie, Renaissance, LR, RN avaient mis cette ligne rouge en disant si c'est Lucie Castet, c'est terminé, il y aura une motion de censure. Ça veut dire que vous déséquilibrez. Si le président de la République avait nommé Lucie Castet, on déséquilibrait nos institutions
dès la première semaine. Pardon, mais la ligne rouge, c'était pas au gouvernement des Insoumis. Les Insoumis ont reculé, une nouvelle ligne rouge est apparue. En fait, tout cas, pour nous, c'était relativement variable. Gouvernement avec Lucie Castet et notamment votre programme qui est catastrophique économiquement et nous partageons en rien les grandes lignes de votre projet politique. Mais j'en viens maintenant à ce qui est essentiel, que le président de la République prenne du temps. Je pense qu'il a raison, même si on est tous impatients, parce qu'il ne peut pas se tromper. Il faut être très clair. Nous ne pouvons pas se payer le luxe d'avoir un gouvernement de renversé dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Parce qu'après, ça serait l'affolement des marchés. Ça veut dire que le projet de loi de finances ne serait pas voté au 31 décembre de cette année. Et derrière, c'est la pénalité par rapport au marché. Monsieur, pourquoi votre parti refuse alors d'aller Alors, effectivement, nous avons mis dès le mois de juillet sur la table un pacte législatif. Je pense qu'il faudrait commencer par là. Et là, je vous rejoins totalement. Dans les autres pays, on commence à parler du programme de coalition avant de savoir qui va le porter au niveau de l'exécutif. Et je pense qu'il faudrait inverser le paradigme et dire clairement, voilà, nous avons un pacte législatif, vous avez sans doute des lignes aussi à nous proposer, et de savoir comment on peut trouver un compromis pour mettre en œuvre un pacte législatif sur l'année qui vient. C'est pas ce qu'a dit Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'était pas de participation. Il a dit pas de participation. C'est préservé pour 2027. Alors, ça, c'est l'écueil de la Ve République. C'est l'hyper-présidentialisation du régime. Il faut être très clair. C'est que, quel que soit le parti politique, tout le monde a les yeux rivés sur 2027 en oubliant qu'on a encore 3 ans pour gouverner la France. Et on ne peut pas se permettre, à un moment donné, de rester les bras ballants en attendant l'élection présidentielle et ne pas prendre de risques par rapport à cette élection présidentielle. Mais je reviens, si on pouvait changer de paradigme et si les responsables politiques venaient à se mettre autour d'une table pour avoir un véritable projet de mandature sur 1 an, sur 3 ans, je pense que ça changerait la donne et que certains de ma famille politique pourraient participer au gouvernement. Yannick, justement, peut-être, vu qu'on parle des LR, il y a une autre personne qui est attendue à l'Élysée cet après-midi, c'est Xavier Bertrand. Oui. Peut-être un mot de Xavier Bertrand, que peut-on en dire? Alors, d'abord, c'est pas la première fois qu'il est pressenti. Il est d'autant plus pressenti que c'est lui-même qui s'était proposé pratiquement au lendemain du deuxième tour des législatives, en voyant que la situation pouvait être bloquée. Et il se proposait, lui, pour aller à Matignon. Donc, il n'y aura pas de refus de sa part, si tant est qu'on le lui demande. On a tout dit. Alors, c'est vrai qu'il s'entend peut-être pas très très bien avec Emmanuel Macron, mais il n'y a pas d'éléments irréversibles. Alors, et qu'il est considéré, il est patron, bien sûr, président de la région des Hauts-de-France, donc quelque chose une région où il a combattu le Rassemblement national, et c'est l'autre problème, peut-être, d'obstacle pour asseoir une majorité consistante, qui est la clé et la condition sine qua non pour être Premier ministre aujourd'hui, c'est-à-dire assurer une stabilité et donc éviter une motion de censure assez rapide. Il faudrait que Xavier Bertrand ait le soutien, au moins passif, j'allais dire, c'est-à-dire du Rassemblement national. Or, Xavier Bertrand et le Rassemblement national, notamment Marine Le Pen et Sébastien Chenu, qui est un des leaders, ne s'entendent pas du tout. La question qui se pose, c'est tout de même, est-ce que le Rassemblement national peut prendre le risque, au regard de la stratégie qui est la sienne, politique de la cravate, c'est-à-dire pas de chaos à rajouter à un éventuel chaos, est-ce qu'il prendrait le risque, le Rassemblement national, de renverser de lui-même Xavier Bertrand, si tant est que le programme qu'il pourrait présenter qu'on lui convienne à peu près? C'est la question qui se pose. Donc ça reste, pour terminer là-dessus, ça reste une possibilité, une probabilité, ça je n'en sais rien. Xavier Iacovelli, Xavier Bertrand pourrait faire consensus. Est-ce que vous savez d'ailleurs, entre Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, est-ce que pour Emmanuel Macron, son cœur balance plus d'un côté ou de l'autre? Non, je n'en ai aucune idée. Et de deux, même si je le savais, je ne vous le dirais pas. J'ai tenté. Non, vous pouvez tenter, mais c'est bien essayé. Mais non, honnêtement, je pense que le problème, il n'est pas là. En fait, je pense qu'il y a une faute des LR, qui est effectivement de ne penser par l'intermédiaire de Laurent Wauquiez qu'à la présidentielle de 2027. Et il y a une faute, à mon sens, du Parti socialiste, et notamment d'Olivier Faure, de refuser de reprendre les discussions avec le président de la République et la majorité sortante pour essayer de trouver un accord global. Après, encore une fois, peut-être que ces discussions aboutiront à se dire on est trop éloigné sur les textes. Peut-être que, comme Laurent Wauquiez l'a dit,
on soutiendra sans participer, peu importe. Mais quand on se dit parti de gouvernement, comme c'est le cas du Parti socialiste et comme c'est le cas des Républicains, on ne peut pas ne pas agir. Et agir, c'est gouverner pour changer la vie des Français et des gens pour lesquels on s'engage en politique. Et donc je pense qu'il y a une faute de ces deux grands partis de gouvernement de ne pas vouloir aller plus loin. Après, honnêtement, effectivement, la question du Rassemblement national est clairement opposée à Xavier Bertrand. Moi, je pense qu'aujourd'hui, celui qui peut trouver en tout cas un moyen de ne pas avoir une majorité contre lui sur la censure, c'est effectivement Bernard Cazeneuve. Après, il charge à lui de faire en sorte de trouver des accords avec la droite et avec une partie de la gauche pour faire en sorte que les textes puissent passer. Justement, on parle de Bernard Cazeneuve depuis tout à l'heure. On va peut-être, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, revenir sur son parcours, sur quel homme politique il est. Comme ça, on continuera d'en parler plus amplement tout à l'heure avec ce sujet signé Yann Effelé. Caractère posé, humeur égale, personnalité respectée. C'est l'image qu'impose Bernard Cazeneuve lorsqu'il arrive au ministère de l'Intérieur, au moment où la France est touchée par les attentats de 2015 et 2016. Nous sommes dans une guerre avec des terroristes qui veulent nous frapper à tout prix et de façon extrêmement violente. Son statut d'homme d'État renforcé, François Hollande le nomme Premier ministre en 2016. Il le reste jusqu'à la fin du quinquennat. Ce que je le fais par la passion du pays, par la passion de l'État, et je suis dans le contexte totalement désintéressé puisque avec le président de la République, et c'est ce qui nous rassemble dans l'exercice de l'État, nous ne sommes candidats à rien. Ce passage à Matignon couronne son parcours. Un à un, il a gravi tous les échelons politiques. Juriste de carrière, il rejoint le PS et commence comme élu dans la Manche. Il devient maire de Cherbourg en 2001, arrive à la région Basse-Normandie, puis fait son entrée à l'Assemblée en 97. Dès 2012, François Hollande le fait entrer dans son équipe, d'abord aux affaires européennes, puis au budget. Ça vous a impressionné, j'espère? Après l'élection d'Emmanuel Macron, il rejoint un cabinet d'avocats d'affaires. Ce social-démocrate convaincu n'accepte pas l'accord des socialistes avec les Insoumis en 2022. Il rejette l'approche de Jean-Luc Mélenchon. Toute cette stratégie de destruction par des propos outranciers, parfois violents, réitérés sur tous les sujets, n'était destinée qu'à permettre à une personne d'occuper l'espace qu'elle occupe aujourd'hui. Il quitte le PS et fonde son mouvement nommé La Convention, qui connaît un succès confidentiel. Ce matin par Emmanuel Macron à l'Élysée. Je crois que nous sommes en direct justement pour en parler aussi avec Adrien Clouet qui est député de la France Insoumise de Haute-Garonne. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. On en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà là sur cette prise de position de Mathilde Panot de la France Insoumise de manière générale sur cette potentielle candidature de Bernard Cazeneuve. Quelle est votre position à vous sur ce sujet? Bernard Cazeneuve a déjà été Premier ministre et on s'est opposé au programme politique qu'il a déployé. Monsieur Cazeneuve a fait verser tous les ans 20 milliards d'euros d'argent public à des très grandes entreprises, le CICE à l'époque. Il a réussi à ruiner et les comptes de l'État et les comptes de la Sécu, tout en faisant des cadeaux aux très riches. Donc c'est une ligne politique qui existe déjà, c'est celle de monsieur Macron. Cette ligne politique, elle a perdu les élections. Je ne vois pas pourquoi elle reviendrait par la cheminée après être partie par la porte. Stéphane Le Rudulier, vous voulez peut-être, autant pour moi, Xavier Iacovelli, vous voulez peut-être intervenir et je vous reprendrai juste après Adrien Clouet sur ce qu'il vient de dire à l'instant. Quoi répondre? C'est la ligne de LFI. Ils sont dans une opposition systématique. Ils ont dit qu'ils voteraient la censure et la déposeraient même si ce n'était pas Lucie Castet et si c'était quelqu'un qui ne portait pas entièrement et l'entièreté du programme du nouveau Front populaire. Donc il n'y a pas de nouveauté dans l'intervention de mon collègue député. Vous n'avez pas le sentiment, Adrien Clouet, qu'il faut peut-être avancer dans ces négociations? Alors déjà, il n'y a pas de négociation, il y a une élection. Cette élection, elle a mis une formation politique, une coalition en tête. Et donc, dans n'importe quel régime parlementaire, c'est celles et ceux qui sont arrivés en tête qui ont la charge de composer un gouvernement. Et après, évidemment que les textes sont discutés à l'Assemblée nationale et qu'ils sont discutés avec des personnes d'opposition, parce que personne n'est ici pour trahir ses valeurs. On n'est pas d'accord avec mon collègue de Renaissance sur certains sujets, peut-être on est d'accord sur d'autres. Et donc, le Parlement est le lieu pour réussir à trouver ces points d'accord. Et effectivement, moi, je souhaite la mise en œuvre du programme qui est arrivé en tête aux élections. Ça veut dire que là, la seule solution pour vous aujourd'hui, c'est Lucie Castet ou rien?
Ah ben bien sûr, c'est la candidate qui est proposée par celles et ceux qui ont gagné les élections. Et la personnalité de M. Baudet, vous en pensez quoi? On sait que ça fait partie des noms qui circulent de plus en plus, Thierry Baudet. Mais le sujet, c'est pas la personnalité. Moi, j'imagine bien que tout le monde est extrêmement sympathique. Il y a plein de gens avec qui je suis en désaccord politique qui ont une personnalité très agréable. Le sujet, c'est quelle est l'orientation politique qui est suivie. Et ça ne peut pas être la continuité du macronisme. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, 2 septembre, c'est les 20 ans de l'assassinat de 2 agents de l'inspection du travail. Quelle formation politique propose de réouvrir des postes à l'inspection du travail pour qu'il n'y ait pas que 1700 personnes qui sont là pour protéger les 20 millions de salariés et ainsi leur sauver la vie à plein d'occasions sur le lieu de travail. Ça, c'est des sujets extrêmement concrets. Je ne sais pas ce que pense ce monsieur à ce propos. Je sais que la formation politique qui a gagné les élections, celle du nouveau Front Populaire, eh bien aujourd'hui, elle est en deuil, elle pense au service public et elle sait qu'il faut les renforcer. Ça, c'est un sujet du quotidien. Mais d'avoir un membre de la société civile à la tête du gouvernement, ça, c'est une hypothèse qui vous plairait ou pas? La société civile, il y a des gens de gauche, de droite, de tout ce que vous voulez dans la société civile. Si vous voulez, la société civile, on peut prendre quelqu'un qui travaille à la boulangerie en bas de chez moi ou ma fleuriste, c'est la société civile. Maintenant, le sujet, c'est le programme politique qui est défendu. Il y a un programme politique qui est arrivé en tête aux élections. Donc je ne vois pas pourquoi on commence à faire des tours et des magouilles pour essayer de nous expliquer que celles et ceux qui ont gagné les élections devraient être tenus en dehors du gouvernement. Ça n'a absolument aucun sens. Alexandre Wizy, vous partagez cette opinion ? Ce qui est vrai, c'est que moi, je suis absolument convaincu que si le bloc macroniste libéral était arrivé en tête ne serait-ce que d'un cheveu, nous n'aurions pas toutes ces discussions. Il aurait été nommé sans discussion à Matignon et les choses auraient avancé à grande vitesse. Le fait est que ce qui se passe, c'est quelque chose de plus profond, en fait, de plus souterrain, à mon avis, chez le président de la République. C'est la question de la légitimité que peut avoir la gauche à gouverner. Parce qu'en fait, si vous voulez, cet été, on a fait tout ce qu'on pouvait. En fait, on a proposé une candidature, on a été assez moqué sur les jours qu'on a mis à le faire, le travail qu'on a fait pour le faire. Ensuite, on leur a écrit pour leur dire la manière dont on voulait travailler. Et puis après, en fait, on nous a juste dit, on leur a dit ensuite qu'une partie de la coalition renonçait à aller au gouvernement pour permettre faire à nouveau une ouverture. En fait, on a l'impression on sait plus très bien quoi faire pour leur montrer qu'on est légitime à gouverner. Et donc, quelque chose d'assez souterrain et d'assez profond est en train de se jouer. Et je reviens juste sur M. Baudet, dont vous évoquiez la candidature il y a un instant. En fait, le président de la République, il a l'air perdu parce que quand même, il nous a dit au début, je fais une dissolution pour redonner du sens politique. Et là, on nous parle d'un gouvernement technique. Il y a à peine quelques jours, il disait, je souhaite un parfum de cohabitation. Et là, il nous parle d'un gouvernement technique. En fait, on ne comprend rien à ce qu'il veut faire. Et lui-même le sait-il, en fait. On en est à un point où on se demande, il essaye de fabriquer depuis son bureau des coalitions qui, hypothétiquement, ne tomberaient pas au Parlement. Mais c'est pas ça, une grande démocratie parlementaire. C'est un Premier ministre responsable devant la Chambre qui va essayer lui-même de construire des coalitions, des textes, etc., etc. On est très, très loin de tout ça. Il est vrai que la situation est complexe. En tout cas, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et les téléspectateurs vont pouvoir vous poser des questions tout à l'heure auxquelles vous répondrez. Voilà. Vous le voyez, vous aurez ce QR code donc à flasher et nous répondrons à vos questions. Ce sera dans 10 minutes à peu près maintenant. Merci beaucoup en tout cas Adrien Clouet d'avoir été avec nous et d'en avoir parlé de cette candidature de Bernard Cazeneuve et de votre prise de position. Merci beaucoup. On va justement poser aussi la question à Philippe Schreck qui est avec nous, puisqu'on n'a pas encore entendu le Rassemblement national. Vous êtes député RN justement du Var. Comment analysez-vous tout ce qui est en train de se passer, ces consultations là qui perdurent comme ça? Bonjour. Bien écoutez, nous sommes 60 jours après la reconstitution de l'Assemblée nationale et l'on constate que le président de la République finalement essaye de tirer les ficelles et d'être le réalisateur d'une sorte de Jurassic Park politique où on nous ressort les anciens présidents de la République, François Hollande, Nicolas Sarkozy, pourquoi pas, mais aussi le dernier Premier ministre de François Hollande, M. Cazeneuve, nous ressort M. Bertrand, ministre pendant 7 ou 8 ans, il y a bien longtemps, enfin tous des gens peut-être respectables, mais qui ont échoué et dont les Français ne veulent plus. Emmanuel Macron, en réalité, n'a plus de boussole, est perdu et essaye avec du neuf faire du vieux. Et surtout, il tente de faire quelque chose qu'il ne pourra pas parvenir. Reconstituer une majorité que les Français lui ont enlevée. Il n'a plus la main politique et je pense qu'il a du mal à le comprendre. Quelle est votre position à vous, la position du Rassemblement national, à la fois sur Bernard Cazeneuve et aussi Xavier Bertrand? Écoutez,
Moi, Bernard Cazeneuve, c'est le crépuscule du hollandisme, comme il pourrait être le crépuscule du macronisme. C'est le Premier ministre des fins de règne. On est réellement en fin de règne d'Emmanuel Macron, et encore une fois, quelle politique va-t-il mener avec ou contre son ancien parti? Si on prend un petit peu quand même de trajectoire, les institutions de la République est de proposer à ceux qui sont les plus nombreux dans l'Assemblée nationale de gouverner. Et là, quels sont les 3 choix d'Emmanuel Macron? 1, socialiste ou apparenté, 60 députés. 1, les Républicains, 50 députés. Et M. Cazeneuve, entre 0 et 1 député. On est quand même bien loin de ce qu'exige la Constitution et le relais des Français. Je crois que la position de Marine Le Pen était assez claire d'ailleurs. S'il s'agit d'une personnalité de gauche au gouvernement, pour vous, c'est motion de censure directement. Directement, nous ne sommes pas des irresponsables, mais selon les politiques qui sont portées, notamment dans le cadre de la loi de finances, puisque c'est la loi de finances qui est le révélateur des politiques, ça me semble un petit peu inévitable en effet. Monsieur Jannick Halimi. Monsieur Schreck, est-ce que, juste pour préciser la question qui vient de vous être posée, si le Premier ministre est écologiste ou insoumis, c'est la motion de censure. Est-ce que vous pouvez dire précisément si c'était un socialiste ou de culture socialiste, si vous voulez, comme Bernard Cazeneuve, ce serait la motion de censure également de façon quasiment automatique. Et également, je voudrais connaître votre position sur la même question, mais par rapport à Xavier Bertrand. Écoutez, je pense que sur Xavier Bertrand... mon groupe politique a répondu plus ou moins directement. On ne va pas aider la personne qui, à notre endroit, a fait preuve de tant de haine ouverte et surtout de sectarisme tel qu'il le fut. Encore une fois, sur M. Cazeneuve, on verra son discours de politique. C'est pour ça que Marine Le Pen sollicite la réunion de l'Assemblée nationale en session extraordinaire pour que les gens avancent leur politique, notamment en termes budgétaire. Nous sommes sur un mur politique, mais nous allons nous trouver sur un mur budgétaire. Ça, il faut que chacun le comprenne. Emmanuel Macron a commencé l'été en procrastinant. Il le finit en essayant de reprendre la main, alors que institutionnellement, il ne peut plus avoir la main. On sent que tout cela est très compliqué. Et Jannick, on a même l'impression qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. En fait, c'est un petit peu le sentiment qui flotte dans l'air comme ça dure. Effectivement, c'est très compliqué parce que chacun, quand même, globalement, reste sur ses positions avec des lignes rouges qui empêchent les lignes, justement, de se croiser. Alors, moi, je ne veux pas, systématiquement reprocher aux uns aux autres, aux forces politiques, soit de ne pas y aller, soit de rester droit dans leurs bottes, parce que y a une autre personnalité dont on parle beaucoup, mais qui lui aussi a ses responsabilités, c'est Emmanuel Macron. Je veux dire par là, bon, il a dissous, on va pas revenir là-dessus, on va pas, comme disait Nicolas Sarkozy, se lamenter sur le lait qui est déjà renversé. Mais qu'il dise lui aussi, qu'il fasse lui aussi ce qu'il demande aux forces politiques, au moins de ce qu'il considère comme l'arc républicain, c'est-à-dire qu'il ouvre ses lignes, qu'il montre les possibilités de compromis. Certains des élus, peut-être vous, monsieur, mais en tout cas qui sont passés sur ce plateau, disent qu'il y a peut-être des choses à faire sur les retraites. François Bayrou, qui est le patron du MoDem, excusez du peu, ne parle pas d'abrogation, bien sûr, mais parle de amélioration de la réforme des retraites. Bon, c'est une ligne. Il y a peut-être d'autres éléments sur les augmentations d'impôts sur les plus riches, ou en tout cas les super profits, comme on dit, des entreprises. Qu'Emmanuel Macron, ou au moins son entourage, le fasse savoir que Emmanuel Macron, lui aussi, président de la République, élu au suffrage universel, c'est pour cette raison, j'ouvre une parenthèse, que les cultures de coalition dont on parle en Allemagne, en Belgique ou ailleurs, c'est pas seulement une culture en France, c'est les institutions qui font qu'on a un président de la République élu au suffrage universel. Que le président de la République fasse savoir que lui aussi, il est prêt au compromis, même sans aller jusqu'au reniement de son idéologie, entre guillemets, politique de l'offre notamment. Xavier Iacovelli, justement, il pourrait y avoir des compromis de fait sur la réforme des retraites ? On l'a dit à plusieurs reprises, en tout cas par la voix de Gabriel Attal, qu'il y avait des possibilités, en tout cas sans abrogation de la réforme des retraites, mais en tout cas d'avoir des bougées. Et nous, au sein de Territoire de Progrès, le mouvement de l'aile gauche de la majorité présidé par Olivier Dussopt, qui portait justement cette réforme des retraites, on en a déjà plusieurs fois parlé.
parler. Effectivement, je pense qu'il faut aller plus loin sur la question de la pénibilité, sur la question des carrières longues, sur la question des femmes. Peut-être que nous n'avons pas été assez loin, et c'est même sûr, nous n'avons pas été assez loin dans cette réforme des retraites. Et donc, il faut qu'on puisse bouger sur ces questions-là. Et je pense que ça, c'est un des points aussi sur lequel on peut négocier avec une partie des autres groupes politiques. Mais je pense que ce qui est important, avant tout, c'est de pouvoir se parler. C'est pouvoir se mettre autour d'une table et essayer de discuter et de trouver des points d'accord. Nous, vous voyez, samedi, avec Territoire de Progrès, nous organisons à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, un grand rassemblement des progressistes et des démocrates, où bien sûr le MoDem, Horizon, Renaissance, Territoire de Progrès seront présents avec le Parti radical, mais où nous invitons aussi des membres du Parti socialiste, nous invitons du Parti radical de gauche, nous invitons les membres de la Convention, le mouvement de Bernard Cazeneuve, la Fondation Jean Jaurès, qui est marquée clairement à gauche. Nous essayons de créer ces ponts, en fait, entre les sociodémocrates et les progressistes des deux rives, comme on avait l'habitude de dire. Emmanuel Macron. Oui, mais le président de la République a, à mon avis, autre chose à faire que de discuter avec nous. Mais je pense que c'est ça aussi le rôle des partis politiques, c'est de créer ces liens, de créer ces ponts et de faire en sorte de trouver des points d'accord pour une coalition plus large. Merci. Je vous remercie d'ailleurs, Janine Halimi, parce qu'il me semble que vous devez y aller. Et je vais repartir tout de suite vers Philippe Schrek, puisque je voulais lui poser aussi la question. On parle de compromis depuis tout à l'heure. Est-ce que le Rassemblement national est lui aussi prêt à faire des compromis? J'y vais. Nous pourrions, à mon sens, sur certains sujets, avancer là-dessus. Mais je vous rappelle que nous ne sommes pas invités à la table du compromis. Nous ne sommes pas invités, nous sommes systématiquement ostracisés, écartés des postes qui nous reviennent. Et après, on doit subir la chanson de l'entre-soi, du compromis, de l'ouverture. Donc les partis qui ont perdu, qui essayent de pleurer, de crier au compromis, qui sont les partis qui ont utilisé 23 article 49.3 de la Constitution, sont mal placés pour le faire. Encore une fois, c'est de l'entre-soi. On est dans une crise constitutionnelle et politique. Et je crois que je l'ai dit l'autre jour sur votre antenne, Emmanuel Macron doit faire rentrer un rond dans un carré. Eh bien, bon courage. On ne fait jamais rentrer un rond dans un carré, surtout s'ils ont la même taille. Effectivement, et d'où la complexité de tout ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup Philippe Schrek. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement National du Var. Voilà donc pour la position du Rassemblement National sur ces consultations. Il y a Julien Lyon qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Julien. Bonjour. On va tout de suite, puisque je le dis depuis tout à l'heure, répondre aux questions des téléspectateurs. C'est tout de suite, on vous répond. Et elles sont... Voilà Julien, et donc vous nous avez sélectionné les questions de nos téléspectateurs suite à tout ce qui vient d'être dit sur ce plateau. Tout à fait, elles sont nombreuses ces questions des téléspectateurs, donc je vais m'adresser à vous trois. Première question, elle nous vient de Jérémy qui se demande si la nomination de Bernard Cazeneuve représenterait vraiment les aspirations des électeurs de gauche qui ont voté pour le nouveau Front populaire. Alexandre Mézy. Mais moi, je pense qu'on a un petit peu... oui, peut-être que c'est vous qui pourrez répondre à cette question, mais je pense qu'on a un petit peu déjà explicité les choses. C'est-à-dire que sur ce sujet-là, la question, c'est pas la question de Bernard Cazeneuve. Moi, j'ai aucun problème avec Bernard Cazeneuve, avec l'homme Bernard Cazeneuve. Il est de l'Oise, d'ailleurs, il est de chez moi, donc j'ai aucun problème personnel avec lui. Le seul sujet, si vous voulez, c'est le sens de sa démarche. Et pour l'instant... les choses ne sont pas claires, donc il faudrait que les choses puissent s'éclaircir. Nous l'avons dit, la question de la non-censure, elle repose sur du fond, elle repose sur la question de l'abrogation, elle repose sur la question des salaires, des enseignants, des professeurs, les salaires dans l'augmentation du SMIC, bref, le projet, ce qui compte, c'est le projet. Effectivement, vous parlez d'une démarche solitaire. Julien, est-ce que vous avez d'autres questions pour nos invités? Raj qui se demande si le fait de jouer la montre pour Emmanuel Macron fait durer le suspense et est-ce qu'il peut lui servir également? En gros, c'est à moi. Oui, tout à fait, effectivement. Moi, je pense que le président de la République n'en tire aucun bénéfice de cette période. La facilité pour lui aurait été effectivement de nommer Lucie Castet, en sachant pertinemment que 70% du Parlement allait la censurer immédiatement. Et donc, ça aurait été très simple de pouvoir l'envoyer au charbon, que de déstabiliser effectivement nos institutions et de se dire, je reprends la main après, et là, effectivement, nommer une personne qui pourrait être plus proche de lui. Il a fait le choix inverse en disant, moi, je prends sur moi la responsabilité parce que je suis le garant des institutions, de la stabilité du pays. Je souhaite effectivement de trouver un compromis avant de nommer un Premier ministre. Je pense que c'est plus raisonnable, c'est peut-être moins vendeur,
c'est peut-être plus risqué politiquement, mais je trouve que c'est le plus raisonnable constitutionnellement. Stéphane Le Rudulier, vous voulez intervenir sur cette question aussi ? Je partage grandement ce qui vient d'être dit. On le voit très bien d'ailleurs dans les sondages d'opinion. Emmanuel Macron est en train d'abîmer sa popularité, en fait, ce qui restait de sa popularité. Mais c'est de l'impatience, comme on l'a dit en début d'émission, mais je pense qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit à obtenir un Premier ministre qui serait renversé dans les 15 jours ou 3 semaines, puisque là, on aurait une forme d'instabilité institutionnelle inédite sous la Ve République, avec une porte de sortie qui serait très restreinte, c'est-à-dire la dissolution en juin 2025, mais sans garantie d'avoir une majorité stable derrière. Je l'ai dit, le scrutin majoritaire à 2 tours, c'était le scrutin de la Troisième République. Tout le monde l'a oublié, mais en soi, je pense qu'il faudra réformer le mode de scrutin à un moment donné, si on reste dans cette tripartition. La Ve République, c'est la bipolarisation de la vie politique. Force est de constater qu'il y a une tripartition. Si elle devient pérenne, il va falloir s'interroger, non pas sur un changement de constitution, sur le mode de scrutin, mais sur le mode de scrutin. C'est un peu ce que j'avais posé entre le premier et le second tour. Et puis, dernier élément, on le voit bien depuis tout à l'heure, on échange nos points de vue. Je pense qu'on s'orientera de toute façon vers un gouvernement technique, ou en tout cas un gouvernement le moins politisé possible. Le moins clivant possible, effectivement. Pour tout ça, pour garantir, encore une fois, le fait que ce gouvernement ne soit pas renversé. Quelques réformes de structure quand même, peut-être sur un an, ça peut être un gouvernement de mission, ça peut être une sortie pour Emmanuel Macron en disant « je nomme un gouvernement sur un an avec un projet qui est clair, qui est de voter la loi de finances ». J'insiste là-dessus, notamment pour les marchés financiers, et derrière 2-3 réformes de fond, avant peut-être de redistribuer et de redonner la main aux Français, avec peut-être entre-temps un changement de mode de scrutin, ce qui libérera peut-être le Parti socialiste de l'emprise de la France insoumise, puisqu'il y a de cela derrière. Moi, je me sens en toute liberté, il n'y a pas de problème. Je me permets de relancer là-dessus. On va peut-être, Ouais, parce que j'ai une question d'un téléspectateur qui se demande s'il ne serait pas justement judicieux de relancer une nouvelle campagne électorale pour juin 2025 dès maintenant, quand on voit la difficulté qu'il y a à former un gouvernement. Je crois quand même que l'urgence, c'est en effet l'urgence, c'est le budget de la nation. Alors, je dirais pas d'abord pour les marchés financiers, je dirais d'abord pour les Français. Mais je suis d'accord avec vous que l'urgence, c'est d'abord d'avoir que le pays ait un budget et que nous puissions avancer. Si tout de suite nous repartions en campagne avec nos banderoles et nos meetings, etc., je pense que les gens n'y comprendraient rien et qu'ils auraient raison de ne rien y comprendre. Le sujet maintenant, c'est de déboucler la crise qui a été ouverte par la dissolution. C'est très difficile. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai un désaccord institutionnel sur le rôle du président de la République dans le moment. Je pense qu'il entretient la confusion en faisant que les choses se passent au château. Je pense que la personne qui est responsable devant la Chambre, c'est le Premier ministre et qu'il fallait nommer un Premier ministre vite pour donner du temps aux choses de se faire. Et donc, je pense qu'on est vraiment à rebours et que les choses ne fonctionnent pas pour cette raison. Voilà, juste d'un mot. Qu'il y ait urgence de nommer un Premier ministre, tout le monde en convient. Maintenant, l'article 8 de la Constitution ne met pas de délai au président de la République pour nommer son Premier ministre, quand même. Bien donc, sûr, pour mais l'absence de délai ne veut pas dire que, par exemple, s'il le faisait pendant un an, peut-être que vous auriez y redire. C'est pas une situation normale. Juste pour répondre à la question de notre téléspectateur, je pense qu'effectivement, ça serait une erreur de lancer une campagne de nouveau. En fait, vraiment, le but aussi, peut-être, du temps qui est pris par le président de la République de trouver un Premier ministre et une coalition, en tout cas une majorité plus large, c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas dans une dissolution dans un an. En fait, si on peut avoir une stabilité jusqu'à la fin du quinquennat, ça serait quand même l'idéal pour les Français et pour le pays. Après, je pense qu'une des missions, et pourtant moi j'y étais farouchement opposé, je vous le dire, c'est une réforme aussi du mode électoral pour les législatives. Moi j'étais opposé à la proportionnelle pour les députés parce que pour moi ça détachait complètement les députés des territoires. Et en fait je me rends compte que les Français ont décidé d'eux-mêmes, sans que le pouvoir politique le change, de décider de faire cette proportionnelle. Et je pense qu'en faisant la proportionnelle, on favorisera les coalitions pour l'avenir et on obligera les partis politiques à se parler, à être obligés, parce que personne n'aura la majorité, et donc tout le monde sera obligé de se parler et de faire ce compromis. Ça se passe dans tous les autres pays européens, et c'est peut-être ça la solution pour garder à la fois la Ve République, mais de faire en sorte que les partis qui sont maintenant
en tripartition et non plus en bipolarisation comme nous avions avant, puisse être à l'image vraiment de ce que la France et les Français souhaitent. On peut même aller plus loin, proportionnel ou scrutin uninominal, mais un seul tour comme en Angleterre, par exemple. Mais le débat mérite d'être posé. Effectivement, et on va continuer d'en parler. Julien, vous avez d'autres questions, je crois. Monsieur le Modulier, une question de CM qui me dit: où est la démocratie quand Monsieur Sarkozy annonce que les Républicains, 47 députés, devraient gouverner? Est-ce que ce n'est pas la démocratie à l'envers? Non, devrait gouverner, participer au gouvernement de la France. Franchement, à 47, on n'est pas majoritaire. Il faut rester humble. Le message de Nicolas Sarkozy, je pense, c'est de dire que les LR ne peuvent pas rester en dehors d'un parti du gouvernement qui va être nommé. C'est son point de vue. En même temps, comme je l'ai dit, quel est le projet de coalition? C'est là-dessus, c'est sur le fond qu'il faut discuter afin après de prendre nos décisions en toute responsabilité. Voilà, c'était juste le point de désaccord que j'ai avec l'ancien président de la République. Une question ouverte pour vous trois, il me semble, de la part d'Anne, qui demande si la destitution donc demandée par la France Insoumise, si elle réussit, ne risque-t-elle pas de précipiter l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir? Alexandre, peut-être, allez-y. Non, mais moi, de manière très simple, nous ne demandons pas la destitution. Nous considérons que la modalité de réponse, si nous sommes en désaccord avec le choix du président de la République sur le Premier ministre, c'est la censure. Voilà. C'est ça l'outil institutionnel dont nous avons besoin. Après, si ce qu'on évoquait comme un scénario fictif, le président se refusait à nommer comme un forcené pendant 1 an quelqu'un à Matignon, peut-être que des solutions extravagantes pourraient être évoquées, mais la destitution, pour moi aujourd'hui, n'est pas l'outil adapté. L'outil adapté, c'est la discussion parlementaire et la question de la censure si le gouvernement ne devait pas être satisfaisant. Absolument d'accord. Destitution, c'est un terme quand même qui est prévu constitutionnellement, mais l'esprit de la Ve République, c'est vrai que là on est dans une tripartition avec une situation inédite. De là à se dire il faut destituer le président de la République parce que justement il a perdu, et on l'a tous reconnu, perdu les élections législatives, ça me paraît inconvenant et non respectueux de l'esprit de la Ve République. C'est vrai que le général de Gaulle, lui, avait démissionné, mais c'est un choix personnel qui suit en fait sa trajectoire, puisque lui était contre l'esprit, le gouvernement des partis, comme il disait à juste titre. Mais destitution, certainement pas. Trouvons une solution rapide pour la France. Et la destitution, on a bien compris que de toute façon, ça n'aboutira pas. C'est un coup de com' aujourd'hui de la France insoumise. Mais en plus, au-delà du coup de com', même si ça pouvait aller jusqu'au bout, ça ne réglerait pas le problème du Parlement, puisque en fait la dissolution ne pourrait intervenir que en juin de l'année prochaine, juin 2025, même s'il y avait une destitution ou une démission du président de la République entre-temps. Donc ça ne règle aucunement le problème, et ça ne fait qu'entretenir le chaos que nous vivons actuellement. On va peut-être avancer. Encore une dernière question, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y, Julien. Tout à fait. Yann posait une question assez intéressante, en tout cas dans l'actualité. On entend parler de l'hypothèse Thierry Baudet, donc le président du CESE depuis ce matin. Pour vous, est-ce que c'est un candidat crédible, tout simplement? On y a partiellement répondu tout à l'heure. C'est effectivement le président de la troisième chambre qui représente plutôt la société civile. Donc ça serait plutôt un gouvernement technique. Je ne suis pas sûr aujourd'hui autour de cette table que nous soyons tous favorables à ce qu'il y ait un gouvernement technique. Je pense que ce qui nous a peut-être manqué pendant ces dernières années, c'est d'avoir vraiment des politiques à la tête des gouvernements. Et donc, mais moi je l'ai toujours dit, et je l'ai dit. Un aveu de dernière minute. Non, moi je l'ai toujours dit. Je l'ai dit sur tous les plateaux. C'est pas grave. Je pense que la société civile a ses limites et qu'il faut avoir des codes. Quand on fait de la politique, il faut avoir des codes, il faut avoir une colonne vertébrale politique, et que c'est important d'avoir des gens qui soient formés et qui dirige notre pays. Voilà, après, on peut ne pas être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec les LR sur beaucoup de choses. Je suis encore plus en désaccord avec la France Insoumise, mais ce sont des partis politiques avec des confrontations sur projet par projet. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que la société civile soit la mieux à même pour représenter notre pays. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus en parler avec nous.